au tribun. Bon courage à vous aussi et à tout à l'heure. Du coup, Clémence, qui est-ce qui fait le temps? C'est justement la question que j'allais poser. Est-ce que y a quelqu'un du public qui se sent de faire, enfin d'écrire sinon, non mais vous embêtez pas, je vais le faire. Ça va être plus simple comme ça, j'aurai les données Tu fais directement. du coup, tu fais question ouverte, question fermée? Absolument. Ouais. Justement, à ce propos-là, quand j'appelle, enfin s'il y a un blanc entre genre le temps que j'appelle un orateur, c'est normal. C'est juste que genre je vais noter le temps et peut-être une ou deux remarques. Donc vous inquiétez pas, je vous oublie pas d'appeler le prochain orateur. Juste, il y a un petit temps de latence entre les deux, c'est normal. Ça marche. Ok. Du coup, est-ce que les deux jurés sont prêts aussi, mes charmants co-jurés? On est plus que prêt. On est plus que prêt. On a très hâte. Parfait. Bon, vous savez pour les Louis, ça va être drôle. Vous savez pour les questions, si vous avez une question, vous mettez votre caméra, vous levez la main, quitte à poser aussi la question, enfin dire que vous avez une question dans le chat, histoire que ce soit sûr que tout le monde voit bien. Hop. Et donc j'appelle immédiatement le Premier ministre. Ah non, je vais quand même rappeler le sujet le sujet. Je suis désolée, vraiment, je suis désolée, c'est cafouillis, je me déteste et je vous prie de Tu vas m'excuser. y arriver, Clémence. Tu vas y arriver. Oui. Alors, le sujet d'aujourd'hui est: ce gouvernement ne rembourserait plus les frais de santé des fumeurs. Au gouvernement, nous avons la Joute de Vinci, à l'opposition, les tribuns de Saint-Germain. La parole est au gouvernement avec le Premier ministre Elio Sawaya. On nous dit souvent qu'il faut savoir prendre son mal en patience. Et si l'on prenait notre bien en urgence? Aujourd'hui, un fléau gangrène la France et ses habitants. Oui, à l'instant où je vous parle, près d'un tiers des Français disent fumer régulièrement. Au premier abord, cela pourrait ne pas apparaître comme étant un réel problème, puisqu'après tout, chaque citoyen est libre. Seulement, quand on prend conscience du nombre de décès liés à l'usage du tabac chaque année, de l'influence de celui-ci sur les plus jeunes, ou encore des coûts sociaux élevés qui sont engendrés par les fumeurs en France, il devient nécessaire d'agir. La lutte de notre gouvernement contre le tabagisme s'inscrit dans un cadre socio-économique. C'est-à-dire que, premièrement, notre gouvernement s'engage à protéger la société. Il s'engage à protéger les citoyens de tous les dangers, des méfaits, des effets négatifs et néfastes que peut avoir le tabac, non seulement sur la santé des fumeurs eux-mêmes, mais également sur la santé de leur entourage, notamment les plus jeunes. Ensuite, notre gouvernement s'engage à améliorer, à faire progresser notre économie, parce que, disons-le, le système économique qui est actuellement mis en place dans notre pays est inéquitable et injuste. Aujourd'hui, il n'est pas concevable que des sommes astronomiques soient versées par l'État à des fins de remboursement de soins médicaux, principalement, majoritairement liés à l'usage du tabac. Et c'est pour cette raison qu'à partir du 1er janvier 2022, toute personne qui fume en France se verra interdire le remboursement des frais médicaux liés à des maladies de type cardiovasculaire ou pulmonaire, tels que le cancer du poumon, les anévrismes ou encore les infarctus du myocarde. Est définie par fumeur toute personne qui consomme du tabac fréquemment. Et afin de déterminer qui est un fumeur ou non, nous allons effectuer des tests de cotonine avec prédosage sur les sujets en question. Ces tests sont efficaces sur la durée parce qu'ils permettent la constatation d'une augmentation ou, à contrario, d'une diminution du taux de cotinine dans le corps de l'individu en question. Ainsi, à travers des dépistages réguliers, nous serons en mesure d'affirmer si oui ou non l'individu dont il est question a bel et bien réduit, voire stoppé sa consommation de tabac, ou au contraire, repris ses habitudes. Et monsieur, je prendrai votre question. Monsieur, 20% des cancers du poumon ne sont pas liés du tout au tabac. Comment pourrez-vous établir un lien de causalité pour un fumeur qui aurait un cancer du poumon pour une cause qui n'est pas le tabac? Eh bien, monsieur,
justement à travers les tests dont je viens à l'instant de vous parler. Ces tests-là permettront de déterminer si oui ou non la personne en question fume ou non, et donc éventuellement si son cancer est lié à l'usage du tabac. Évidemment, le non-remboursement dont il est question dans notre projet de loi n'est que temporaire et n'est pas définitif. J'entends par cela que toute personne qui s'engagera et fera l'effort d'arrêter sa consommation de tabac pourra à nouveau acquérir le droit au remboursement des frais médicaux. Ensuite, notre projet de loi ne s'inscrit pas dans une optique rétroactive, c'est-à-dire qu'il ne concerne pas les personnes qui sont actuellement en cours de traitement. Et finalement, notre projet de loi n'interdira pas, ne supprimera pas les aides qui sont déjà mises en place pour aider les gens à sortir de leurs habitudes. Monsieur Clément Beaudry, ministre de la Santé, vous exposera dans un premier temps les diverses raisons pour lesquelles notre projet de loi est essentiel dans le cadre d'un plan de santé publique. Quant à monsieur Karl Sawaya, il vous présentera la viabilité économique de notre projet. Mesdames et messieurs, ce soir, dans cette assemblée, une décision devra être votée. Une décision qui pourtant devrait être évidente aux yeux de tous. Une décision qui est évidente parce que depuis bien des années, nous luttons contre le tabac, le tabagisme inefficacement. Aujourd'hui, en tant que gouvernement, nous proposons une solution efficace. Sachez bien, mesdames et messieurs, que de tous les trésors, la santé est bien le plus précieux, le plus mal gardé. Et c'est pour cette raison qu'en tant que gouvernement, nous nous engageons à conserver ce trésor. La parole est au chef de l'opposition, Attila de Toldi. La santé n'est pas un choix, c'est un droit. Un droit qui ne se joue pas, qui ne s'échange pas et qui ne se retire pas. C'est un droit qui se garantit. La République s'est fixée comme mission d'assurer à chacun de ses citoyens, sans distinction aucune, le droit d'obtenir de la collectivité les moyens convenables à son existence. C'est le préambule de la Constitution de 1946 qui a force de constitutionnalité. Pour le meilleur et pour le pire, pour les plus aisés comme pour les plus précaires, dans la santé comme dans la maladie. Parce qu'au-delà d'être un désastre pour la santé des Français, le projet de ce gouvernement, c'est l'abandon des engagements pris par la France au niveau international avec la Charte européenne des droits des patients, dont l'article 3 exprime « Chaque personne a le droit d'accéder aux services de santé que son État requiert ». Il n'est pas possible d'abandonner d'une telle façon la parole de la France. Nous portons la sécurité sociale comme une fierté nationale, car les engagements pris par notre pays envers ses concitoyens, les valeurs qui sont les nôtres, ne sont pas et ne seront jamais un fardeau social. Ce projet, c'est l'abandon. L'abandon de l'un des piliers de notre République, la sécurité sociale universelle. Celle qui illustre pour le mieux nos valeurs d'égalité et de fraternité. Monsieur, je vais prendre votre question. Monsieur le chef de l'opposition, où se trouve selon vous le droit de ces 7500 personnes victimes du tabagisme passif en France? Leur droit se trouve dans la capacité à se faire soigner gratuitement le jour où ils tombent malades. Et ce droit marche aussi pour les personnes fumeuses. Cette sécurité sociale à laquelle nous tenons tant est née du programme du Conseil national de la résistance, intitulé, je vous le rappelle, « Pour des jours heureux ». C'est le fruit de notre concorde sociale, c'est le fruit de notre concorde nationale,
qui ne vise pas à être rentable, puisque la santé n'est pas un marché. Cette sécurité sociale est protégée par nos lois. L'ordonnance du 4 octobre 1945 qui institue la sécurité sociale, ou alors la loi du 11 mai 46 qui généralise à l'ensemble de la population son usage. Vous n'avez même pas daigné rappeler ces lois. Par 2 fois, le Conseil constitutionnel a rappelé l'importance du droit à la santé pour tous. Mais alors que faire d'un gouvernement qui propose des réformes inconstitutionnelles? L'abandon de ces lois, c'est l'abandon de nos valeurs. C'est l'abandon de la solidarité nationale. Puisque nous sommes tous responsables individuellement, c'est parce que nous sommes solidaires collectivement. Nous cotisons tous parce que nous savons que lorsque nous aurons besoin de nous tourner vers la collectivité, elle sera là. Pensez une seconde à la rupture du pacte social engendré par le projet de ce gouvernement. Des citoyens qui cotisent et qui, malgré cela, n'auraient pas accès à la protection offerte par l'État. Monsieur le Premier ministre a défini un fumeur de façon floue. Un fumeur serait une personne qui répondrait positivement à des tests. Donc ce gouvernement cherche à forcer les Français à aller se faire tester de façon régulière. Cela n'a aucun sens. Des tests quand? Des tests comment? À quel prix? En tout cas, certainement au prix de notre liberté. Vous avez évoqué uniquement certaines maladies. On ne sait pas ce qu'il adviendra des gens victimes d'asthme ou de bronchite parce qu'ils fumeront. Cela n'a pas été évoqué dans votre projet. Monsieur Perrault soulignera qu'un tel projet n'aura pour seul résultat que de creuser les inégalités sociales déjà présentes. Ensuite, Madame la députée Fontcuberta démontrera que ce projet se situe dans la continuité des politiques anti-tabac, jusque-là peu efficaces, et pourquoi l'interdiction de fumer dans certains lieux publics fréquentés serait une proposition plus adaptée. Finalement, M. Leroux synthétisera nos dires et achèvera de vous convaincre de la vacuité de votre projet. Ce projet est avant tout celui de l'exclusion d'une partie des Français, parce qu'il est trop commode de créer une abîme entre nous, créer une abîme entre fumeurs et non-fumeurs. Il y a des uns aux autres une chaîne de responsabilité, une part de solidarité. Et c'est parce que nous sommes solidaires de tous les hommes que nous pouvons nous appeler citoyens d'une société qui n'abandonnera pas les siens. La parole est au ministre Clément Beaudry. Qui s'expose au péril veut bien y trouver sa perte. À l'heure où notre système de santé est poussé dans ses ultimes retranchements par une crise sans précédent, nous ne pouvons plus supporter le coût engendré par ceux qui, bien lucides face aux dangers encourus, font peser un poids, malgré tout, sur notre collectivité. Alors, monsieur le chef de l'opposition nous a dit que les Français, les fumeurs passifs, les personnes victimes d'atavisme passif, avaient le droit d'être empoisonnés. Nous en sommes bien réjouis. Oui, monsieur, la santé est un droit. Et ces gens auront le droit à la santé. Je ne vais pas vous plaindre, vous n'avez évidemment pas compris ce qu'a dit le Premier ministre lorsqu'il a bien affirmé que c'est bien lors du dépistage d'une maladie que le test se fera et non pas à un autre moment. Ce soir, je ne vais pas instruire le procès du tabac, car s'il y a bien un point sur lequel opposition et gouvernement se rejoindront, c'est bien celui-ci. Le tabac est nocif, le tabac tue. Et nous ne pouvons plus ignorer la situation. Lorsque 70 000 de nos concitoyens, soit 1/8 des morts annuelles, succombent parce qu'ils fument. Mais plus grave encore, pour 10 morts du tabac, ils entraînent avec eux dans la tombe un innocent, une personne qui n'avait rien demandé,
mais qui a malheureusement respiré de la fumée. Il y a encore pire cependant, plus insidieux, plus sournois. Faustine Noguerotto avait 31 ans. Elle était atteinte d'encéphalomyélite myalgique, une maladie rare, une maladie orpheline. Elle n'a pas eu d'autre choix, parce que nous avons été incapables de dépister, parce que nous avons été incapables de la traiter, parce que les traitements n'existaient pas, parce que trop occupés à soigner les fumeurs, nous n'avons pas pu faire de recherche, nous n'avons pas pu améliorer notre système. Faustine est allée mettre fin à ses jours en Belgique, loin de sa famille. Comment est-ce tolérable? Comment est-ce possible que l'on préfère soigner les fumeurs à ceux qui n'ont rien demandé, aux innocents, victimes bien malgré eux d'un mal qu'ils n'ont pas choisi? Et je prends votre question. Monsieur le ministre, comment un gouvernement qui veut condamner les fumeurs à mourir peut-il laisser les gens continuer à consommer de l'alcool alors que l'alcool tue aussi et provoque aussi grand nombre de maladies tout aussi graves que le tabac? Monsieur, nous sommes ravis de votre bonne volonté et nous vous invitons à déposer votre projet de loi contre l'alcool lors de la fenêtre parlementaire consacrée à l'opposition. Néanmoins, nous ne voulons pas que les fumeurs meurent et c'est pourquoi, en s'inscrivant dans la continuation de l'existant, de la loi E20, des lois sur le paquet neutre, sur les photos et l'augmentation des prix successifs du tabac, nous allons aller plus loin et mettre fin à ce drame qu'est le tabac. Les fumeurs seront obligés de souscrire à une mutuelle pour une assurance santé complémentaire afin d'éviter de pouvoir être traités sans problème lorsqu'ils développeront les maladies qu'ils se sont bien sciemment causées. En 1991, le gouvernement d'alors commençait avec la loi E20 un combat qui dure depuis maintenant 30 ans, une lutte contre le tabac. Ce soir, ce gouvernement ne compte pas proposer d'un écran de fumée, mais un projet fort, un projet pour mettre un terme à l'emprise néfaste que les industriels du tabac ont sur nos concitoyens. Vous essayez de faire diversion, vous essayez de nous détourner de notre but, de la voie de la santé, en nous disant que les Français ne pourront pas être soignés, mais ils le pourront, car ils seront pris en charge. Il n'y aura jamais de discrimination à la prise en charge. Ce qui désormais il se passera, c'est qu'ils seront pris en charge à leurs frais. Soyons bien conscients. Le tabagisme est une forme d'esclavage. Il est temps ce soir, il est venu le temps d'en libérer les Français. La parole est au premier député Alexandre Perrault. Si les auteurs de notre devise nationale pouvaient aujourd'hui constater l'étendue des écueils de votre projet, ils seraient certainement embarrassés par l'interprétation que vous, notre gouvernement, avez fait des termes égalité et fraternité. L'égalité d'abord, puisque vous élargissez encore plus et inévitablement le gouffre qui sépare les Français les plus précaires des Français les plus aisés. La fraternité, enfin, puisque vous êtes prêts à priver 15 millions de nos concitoyens, parmi lesquels vos frères, vos sœurs, vos amis, d'un accès inaliénable et inconditionnel à la santé. Alors, monsieur le Premier ministre, j'écoutais avec attention votre projet qui prévoit que finalement, quelqu'un qui a arrêté de fumer pourra être remboursé dans ses dépenses de santé. Mais si je comprends bien, quelqu'un qui aurait fumé 50 ans et qui arrête, alors là, on pourra le rembourser. Mais quelqu'un qui aurait décidé de fumer une semaine avant le 1er janvier 2022, date d'application, eh bien, il perdrait tout. Il perdrait toute possibilité de prise en charge gratuite. Où est l'égalité quand vous permettez de tels arbitrages aussi durs et stricts, alors que pour beaucoup, le tabac représente une addiction dont ils ne peuvent s'en sortir?
Monsieur le ministre également, vous nous dites que finalement, pour 10 fumeurs qui meurent, on aurait un innocent qui est emporté. Donc, ce que vous préférez, c'est qu'au nom de cet innocent, vous préférez voir se multiplier le nombre de fumeurs qui mourraient à cause de cela. C'est une drôle de manière d'envisager des façons de sauver des vies. Et finalement, vous nous dites qu'il n'y aura pas de discrimination à la prise en charge, mais vous nous dites directement ensuite qu'ils devront le payer à leurs frais. Et évidemment, l'argent et le manque d'argent représentent une forme de discrimination. Parce que faisons un rapide état des lieux de l'ordre actuel des choses, car vous semblez oublier qui sont nos fumeurs. 30% des plus démunis fument, contre à peine 18% des plus aisés. Près d'un chômeur sur 2 fume, contre seulement un travailleur sur 4. Enfin, c'est 32% des non-diplômés qui fument, soit presque 2 fois plus que chez les diplômés du supérieur. Le gouvernement ne prend donc pas la mesure de ce qu'il compte mettre en œuvre. Leur analyse erronée du fléau du tabac nous conduira tout droit à la catalyse, au renforcement des inégalités sociales, aujourd'hui déjà trop marquées. Monsieur, je vous écoute. Monsieur, vous nous parlez beaucoup d'injustice. Mais où se trouve l'injustice quand les maladies chroniques, qui étaient jusqu'alors les grands oubliés de la situation sociale, pourront enfin être pris en charge? Monsieur, alors si, il pourra enfin y avoir des prises en charge, c'est excellent. Mais le fait d'empêcher qu'un tiers des Français soient guéris, ça représente quand même une assez grosse injustice aux yeux de notre opposition. Parce qu'effectivement, si vous privez les fumeurs du système de soins gratuit et protecteur qui est le nôtre, ce ne sont évidemment les défavorisés qui seront les seules et uniques victimes. Parce que seuls les fumeurs les plus aisés pourront trouver les moyens de financer l'entretien de leur santé, les opérations, les médicaments, les professionnels. Alors que les plus défavorisés, qui n'ont rien, n'auront d'autre choix que d'espérer la venue de jours meilleurs, de jours où la sécurité sociale serait enfin universelle et où chacun pourrait être soigné gratuitement sans regarder qui l'on est ou ce que l'on fait. Mais cette avancée qu'ils fantasmeront, c'est la réalité actuelle. C'est précisément sur cela que vous voulez tirer un trait définitif. Aujourd'hui, le gouvernement pense que pour lutter contre un mal, il faut bannir et discriminer ceux qui en sont les premières victimes. Mais ce qu'il faut, c'est être là, prêt à les soutenir, prêt à soutenir ceux qui auront le courage de s'en sortir. Le premier volet de notre contre-proposition a donc pour but de corriger le tir avant que le gouvernement ne commette l'irréparable. Nous proposons de rembourser intégralement les aides disponibles et les substituts nicotiniques, les patchs, les pastilles, les gommes, qui augmentent de près de 60% les chances d'en finir. Parce que vous nous promettez de ne pas les supprimer, mais ce n'est pas suffisant. Il faut garantir la prise en charge intégrale de ces dispositifs. Soigner plutôt que punir. Rembourser plutôt que précariser. Accompagner plutôt que stigmatiser. C'est là notre démarche, la seule pertinente, qui ne laissera personne de côté. Mais loin de nous l'envie d'infantiliser les fumeurs. Bien au contraire, il faut les considérer à leur juste valeur. Et c'est ça qui vous fait cruellement défaut. Car oui, l'erreur majeure de votre projet, c'est de considérer qu'il est possible que des gens qui payent des impôts ne bénéficient pas de cette contribution. Le gouvernement risque bien ici de créer une brèche dans notre système de santé en permettant que des Français meurent faute de prise en charge, alors que leurs impôts servent par définition à faire fonctionner l'hôpital censé les guérir. En s'enfonçant ainsi dans la voie du validisme, c'est un nouveau rempart légal que vous érigez entre les Français. Si votre projet venait à être adopté, vous transformeriez ce qui est un poison pour beaucoup en une énième forme de discrimination, de précarisation, d'exclusion. Mais nous avons une confiance aveugle en nos concitoyens qui n'accepteront jamais que des gouvernants abusent de leurs droits pour anéantir ceux des autres. J'appelle le ministre Karl Sawaya. Les volontés faibles se traduisent par des discours, les volontés fortes par des actes. Les Français expriment aujourd'hui le besoin de vivre dans un système socio-économique viable.
La lutte contre le tabagisme doit s'inscrire dans une réforme où le droit à la santé doit être équitable à l'ensemble des citoyens français. Monsieur le député, il me semble que vous manquez d'écoute. Alors je vais vous suggérer une chose, faire usage de vos oreilles. Notre Premier ministre vous a expliqué que le non-remboursement n'est pas définitif et que par le biais des tests de cotinine, nous pouvons vérifier si des personnes ont arrêté de fumer ou pas. Et contrairement à ce que vous dites, nous ne bannissons ni les fumeurs et nous ne les discriminons pas. Tout le monde, monsieur, a la possibilité de sortir du tabac. Le remboursement des médicaments contre les cigarettes existe déjà. Les associations anti-tabac existent déjà. Alors, s'il vous plaît, ne me dites pas que personne ne peut pas sortir du tabac. Ce que vous proposez est en lien avec notre projet de loi et je vous en remercie. Aujourd'hui, le coût social s'élève à 120 milliards d'euros pour les fumeurs. Chacun d'entre nous, chacun d'entre vous paye aujourd'hui 1 800 € par an pour les soins médicaux destinés aux maladies de tabagisme. On ne peut pas admettre aujourd'hui qu'une personne française fournisse près de 15% de son salaire pour financer les soins médicaux de l'ensemble de la société française, dont une majorité de fumeurs. Les non-fumeurs ont eux aussi le droit de bénéficier des avantages de la sécurité sociale au même coût relatif que les non-fumeurs. Le financement de la sécurité sociale se doit d'être équitable. On ne peut pas aussi admettre aujourd'hui que certaines personnes n'aient pas accès aux hôpitaux parce qu'un tiers des prises en charge sont destinées justement pour les maladies liées au tabagisme. La crise du Covid-19 nous a d'ailleurs démontré l'insuffisance des ressources dans les hôpitaux. 85% des hôpitaux ont été saturés en moins d'1 mois. Et moi, je connais des personnes. Je connais un enfant de 12 ans qui s'est vu refuser l'accès aux urgences de la Salpêtrière à Paris parce que 50% des lits étaient occupés par de jeunes fumeurs. Alors que fait-on de ce bonhomme? Que fait-on de ce bonhomme? Comment peut-on tolérer qu'il ne soit pas soigné? Je vais prendre votre question, monsieur. Monsieur, pour améliorer la prise en charge, pourquoi ne pas tout simplement augmenter les contributions au lieu de retirer des droits à 1/3 de nos Français? Monsieur, il me semble que si nous augmentons les contributions, cela peut évidemment contribuer au développement du marché noir. Et bien sûr, monsieur, notre projet de loi ne s'inscrit pas dans cette thématique. Notre projet de loi nous permet de faire d'une pierre deux coups. D'une part, nous réalisons des économies pour pouvoir réinvestir cet argent dans l'amélioration des secteurs hospitaliers, justement, et pour améliorer la disponibilité dans les hôpitaux, et d'autre part, pour responsabiliser les fumeurs aux actes et aux problématiques qui s'imposent aujourd'hui, tant sur le plan financier que sur le plan social. Alors, vous pouvez toujours nous parler de liberté, vous pouvez toujours nous parler de droit et d'émancipation. Mais je vais vous dire une chose, la responsabilité, c'est le prix de la liberté. Et la liberté, c'est avoir des droits légitimes et équitables. Mais si le droit équitable de la santé n'existe pas et fonctionne mal, c'est qu'il y a une faille dans notre société. Et s'il y a une faille dans notre société, nous ne pouvons pas avancer. Et si nous ne pouvons pas avancer, alors il n'y a pas de liberté. Alors, au nom de la liberté, la sanction, la punition et le châtiment sont les meilleurs moyens pour l'assurer et ne sont plus que jamais indispensables. J'appelle la deuxième députée de l'opposition, Élise Foncuberta.
Attention, les tribuns, il y a votre micro qui est ouvert quand vous faites la passation. Ok, désolé. La solidarité humaine n'a de chance d'exister que par le plus grand respect de l'égalité entre chaque citoyen. Aujourd'hui, vous prétendrez vous battre pour la santé de chacun, de protéger la société, alors que vous êtes sur le point d'exclure 30% de notre population de ce droit qu'est la santé. Alors que notre système de protection sociale s'est inscrit dans nos mémoires comme une grande avancée, ce gouvernement propose de gommer cette solidarité, celle qui est et qui doit demeurer, celle qui nous unit et qui nous rappelle à nos valeurs communes. Alors le gouvernement souhaite faire cotiser les fumeurs à une mutuelle privée, mais il est intolérable de considérer une libéralisation de notre sécurité sociale. Les plus riches pourront bénéficier d'un système d'assurance privée, les plus pauvres, eux, seront condamnés. Alors que la santé ne peut pas être entravée par des difficultés financières, nous refusons cette marginalisation inacceptable sur le territoire de notre République et nous refusons aussi d'entendre le gouvernement dire que certains citoyens sont des poids pour la société. Alors, l'augmentation des prix des paquets de cigarettes n'a pas entraîné une baisse de la consommation. C'est la part du budget accordé par les individus au tabac qui a augmenté parce que tant que l'on n'est pas vraiment confronté à la maladie, on n'y croit pas. Et votre projet poursuit les mêmes logiques. Obliger à souscrire à des assurances privées encore plus chères ne modifiera pas leur comportement non plus. Alors en plus d'être un projet dangereux, il sera aussi absolument inefficace. Parce qu'on ne dissuade pas un fumeur en lui annonçant que peut-être un jour s'il tombe malade, on ne le soignera pas. Ces risques se situent à trop long terme pour qu'un mécanisme psychologique les prenne véritablement en compte. Le fumeur sait déjà qu'il est exposé au plus grand risque d'avoir du diabète, une maladie cardiovasculaire ou un cancer, mais rien ne le dissuade, même pas les images chocs sur les paquets de cigarettes, parce que ce sont des menaces qui sont trop distantes. Elles sont intangibles et invisibles. Oui, monsieur, je vais prendre votre question. Madame la députée, pouvez-vous nous expliquer en quoi le fait que 2/3 des Français payent pour les soins médicaux de 1/3 des fumeurs est-il équitable? C'est le principe de solidarité, monsieur, qui est universel. Je viens de vous le présenter. C'est ce qui unit une société. Et je refuserais de passer outre cette solidarité. Pour autant, rien ne doit justifier l'abandon d'un malade qui doit être soigné. Fumeur aujourd'hui, oui, peut-être patient demain, mais citoyen avant tout. Alors, le gouvernement tente de faire aussi des économies sur les malades parce que le gouvernement veut limiter ses dépenses, alors qu'une augmentation des cotisations pourrait résoudre tous les problèmes que vous avez énoncés. Présenter un choix politique comme une rationalité économique, c'est le comble de l'hypocrisie. Il est plutôt nécessaire d'édicter des actions concrètes et quotidiennes, tout en maintenant notre système de protection sociale. Alors en plus du remboursement des substituts nicotiniques qui ne sont donc pas tous remboursés, il faut aussi agir sur les mécanismes qui poussent à commencer à fumer. Ces mécanismes produits sont les produits du mimétisme. Pour supprimer tabagisme passif et influence de la vision des fumeurs dans les lieux publics, nous proposons l'interdiction de fumer aux arrêts de bus, dans les rues piétonnes, les parcs publics et sur les places des terrasses. À Londres, le tabac est interdit depuis 10 ans dans les espaces publics. Le nombre de fumeurs a chuté de 3% en 4 ans. C'est par ce type de mesures qu'il est possible de lutter contre le tabagisme, et non pas en mettant de côté et en excluant ceux qui souffrent. Il est intolérable d'exclure un pan de notre population et de la sécurité sociale, parce que c'est cette protection, ce principe lumineux ne peut s'éteindre. De son flambeau, elle nous éclaire et embrase tous les imprudents qui repoussent sa lumière et qui se risqueraient à l'éteindre.
J'appelle le secrétaire général du gouvernement, Guillaume Turcas. Il vient une heure où protester ne suffit plus. Après la philosophie, il nous faut agir. Et lorsque notre système de santé subit aujourd'hui une double fracture, à la fois économique et sociétale, nous ne pouvons nous complaire dans l'inaction et il est de notre devoir en tant que gouvernement de proposer de réelles solutions. C'est pour cela que nous vous avons présenté notre projet audacieux visant à lutter efficacement et durablement contre le tabagisme afin de responsabiliser les fumeurs, mais surtout que notre système de santé devienne à la fois plus efficace, mais surtout plus équitable. Car ce n'est pas l'échec de la prévention, ni même l'injustice sanitaire qui vont nous faire prétendre le contraire, car il n'est finalement plus question de choix ici, mais de nécessité. Car contrairement à cette opposition, nous ne cherchons pas à rembourser les dégâts des fumeurs. Au contraire, nous souhaitons vaincre le mal à la racine. Car madame, ou surtout monsieur le chef de l'opposition, vous nous avez rétorqué que la santé est un droit et nous sommes parfaitement d'accord. Comme les fumeurs ont le droit d'arrêter, comme les malades chroniques ont le droit d'être remboursés, comme les non-fumeurs ont le droit de vivre paisiblement et de ne pas voir leur existence s'écourter à cause du bien-être des autres, qui n'est finalement que responsable de la moitié des décès des fumeurs. Surtout lorsque votre député nous raconte son contre-projet que nous trouvons magnifique. Inspiré du modèle croate, vous aurez pu remarquer qu'il était extrêmement efficace. Le budget de la santé a explosé et le nombre de fumeurs a baissé de 5%. Alors, en effet, c'est peut-être amusant, mais ce n'est pas plus amusant lorsque vous nous avez parlé de discrimination. Oui, la discrimination, nous allons en effet, et nous l'avons, discriminer l'accès au cancer. Et ça, mesdames et messieurs, nous nous en excusons. Ainsi, mesdames et messieurs, enfin surtout madame, vous nous parlez que nous allons abandonner 30% de la population. Au contraire, nous les invitons à avoir une attitude beaucoup plus responsable, car le tabac sera responsable d'un tiers des fumeurs, d'un tiers des cancers des poumons des fumeurs. Enfin, un tiers des fumeurs auront un cancer des poumons et un demi des fumeurs mourront à cause de leur tabagisme. Et je vais prendre votre question. Que faites-vous du principe de couverture universelle ? Alors, madame, justement, le principe de couverture universelle, contrairement à vous, nous le respectons, car nous avons vu que les malades, que beaucoup trop de malades ne sont pas remboursés par la sécurité sociale et que les fumeurs le sont. Ainsi, il ne faut plus faut que nous concentrons nos moyens et notre intelligence pour qui la maladie n'est pas tant une question de choix, mais de fatalité. Alors, la véritable question, c'est combien de morts, combien de cancers, combien de maladies il faut encore subir pour que cette opposition comprenne que cela fait plus de 50 ans que nous essayons de combattre contre le tabac et que cela fait plus de 50 ans que nous sommes face à cette même opposition qui cherche la négation de toute action véritable. Car voyez-vous ce fumeur que vous souhaitez tant aider, je vais vous proposer quelque chose. Éduquez-le, prévenez-le, responsabilisez-le, afin que son habitude mortifère ne soit que de l'ordre du passé. Et peut-être, ainsi, vous n'aurez plus besoin de les soigner. C'est pour cela que ce gouvernement cherche ce soir à ce que des mesures fortes soient prises dans cette Assemblée, afin que vous puissiez voter contre cette habitude mortifère, de voter pour un projet solidaire à la fois sur la prévention et sur la responsabilité, afin d'allouer plus de recherche sur la recherche et sur la santé.
Car, mesdames et messieurs, beaucoup trop de morts, nous avons beaucoup trop de morts sur les mains et nous devons enfin prendre des mesures fortes, à la fois pour la France, mais aussi pour les Français. Pour finir, la parole est au secrétaire général de l'opposition, Maël Leroux. Fumer tue. Voilà un fait clairement établi par le gouvernement que l'on félicite. Fumer fragilise aussi, physiquement, mentalement. Fumer, ce n'est pas un acte social anodin, ce n'est pas une légèreté de l'être et de l'esprit, c'est une mort à petit feu, dans un cas sur deux. Notre responsabilité n'est pas de nier ce phénomène, mais d'assurer que fumer ne signifie pas l'exclusion définitive de notre société. Parce que nos choix nous engagent personnellement, mais nous les assumons collectivement. Fumer est une liberté, qu'on le cautionne ou non. Être soigné est un droit fondamental et inaliénable, que cela plaise ou non. Et c'est pourquoi il nous faut condamner ce projet, dont l'essence est aussi simple que funeste, fragiliser, culpabiliser et abandonner. Fragiliser les fumeurs, en leur retirant une protection pourtant essentielle. Les culpabiliser en les tenant seuls responsables de leur addiction, alors même que celle-ci n'est pas un choix, mais une prison. Tout cela pour enfin les abandonner à eux-mêmes, au nom d'une responsabilité individuelle et d'une équité qui n'a d'équitable que le nom. Parce que ce qu'il nous faut, ce sont des mesures concrètes et quotidiennes pour réellement modifier le comportement et le rapport addictif à la cigarette. C'est le sens des mesures que nous avons avancées. Responsabiliser et protéger, mais ne jamais abandonner. Parce qu'il n'est pas possible de se présenter en tant que gouvernement et de distinguer les citoyens entre les citoyens au bon comportement et ceux qui fument, ceux qui sont mauvais, ces citoyens de seconde zone. Et il n'est pas possible de faire reposer cette distinction sur un critère technique fréquemment. C'est ce que nous avons entendu, la consommation fréquente de cigarettes. Mais alors, quelle est cette fréquence? Une cigarette en soirée et je perds tous mes droits les plus élémentaires? Combien de temps est-ce que la cigarette reste dans ces tests que vous avez avancés et proposés? Nul n'est censé ignorer la loi, mais grâce à vous, chacun va méconnaître ses droits les plus élémentaires. Parce qu'il n'est pas possible de considérer que le droit à la santé est une variable d'ajustement des frais de santé. Et je prends votre question. Monsieur, vous dites que nous fragilisons, nous culpabilisons, nous abandonnons les fumeurs. Mais en quoi le fait de renforcer la prise en charge, d'augmenter la responsabilité des fumeurs et de permettre l'accueil de toutes les personnes est-il préjudiciable? Monsieur, pour reprendre ce que disait votre troisième ministre, la véritable question, c'est combien de personnes n'ont pas pu être remboursées à cause de la prise en charge d'un fumeur? Car vous n'avez avancé aucun chiffre d'une réalité que vous avez avancée comme acquise, mais qui en réalité n'est pas établie. Parce que nous avons un système de sécurité sociale qui est universel. Et il y a une violence dans votre projet, dans cette prise en charge que vous défendez. La violence d'aller se faire dépister une maladie à l'hôpital public et qu'on vous dise « Ah, vous fumez, vous avez un cancer du poumon, bonne continuation ». Parce que ce n'est pas possible dans un État républicain d'avoir cette violence et que si tout le monde peut sortir aussi aisément du tabac, je ne prendrai pas votre question, si tout le monde peut décrocher si facilement comme vous le prétendez, comment expliquez-vous ces 30% de fumeurs? Et si décrocher est si facile, comment pouvez-vous parler d'esclavagisme? Comment pouvez-vous utiliser ce mot qui est au mieux une méconnaissance de l'histoire et au pire une bêtise crasse et un mépris de tout libre arbitre? À quel prix? À quel prix? Il n'est pas possible économiquement de représenter un choix politique que vous faites, cette volonté consciente de mettre de côté une partie des citoyens en présentant une réforme économique ou des économies. Parce que je tiens à vous rappeler que les cotisations sociales, lorsqu'elles augmentent et lorsqu'elles sont augmentées pour financer la sécurité sociale, ne nourrissent pas le marché noir, mais bien notre système de protection universelle. Vous voulez mettre un fin au drame du tabac, mais votre méconnaissance du phénomène et de l'addiction relève de l'incompétence. Parce qu'un fumeur qui se verrait dérembourser ses frais de santé ne va pas arrêter de fumer, il va juste mourir plus vite. Et nous touchons là à des questions qui ne sont pas juridiques ou économiques,
Nous touchons là à ce que nous sommes. On traite nos malades avec respect et nos morts avec dignité. C'est le sens de notre système de sécurité sociale. Assurer jusqu'au bout tous les soins possibles, l'énergie du désespoir, la conviction de bien faire. Retirer cela à une partie de nos citoyens, c'est leur dire, les exclure de fait de ce qui nous rassemble. C'est leur dire qu'ils nous ressemblent, mais ne sont pas vraiment des nôtres. Alors que dans la société, tous, nous sommes concernés par tous. Et c'est précisément cet état de fait, intangible et imprescriptible, qui s'oppose aujourd'hui, demain et chaque jour qui passe à votre projet mortifère. Et la seule formulation de ce droit à la santé de façade qui sépare et oppose ce qu'il tend à s'adresser, relève en réalité d'une dangereuse déconsidération de notre histoire et de ce que nous sommes. On ne voit pas. Un grand merci à tous les orateurs. Et je vais créer une salle du coup avec les deux jurés. Est-ce que vous êtes encore là quand même? Oui, nous sommes encore là et tu as raison, un grand merci aux orateurs. C'était un très beau débat et je pense qu'on va délibérer pendant longtemps. Ouais, non, en vrai, on va essayer de faire parce que vous avez tous des choses à faire, mais Psartek, hein. Voilà. Hop, attribué automatiquement. Alors, excusez-moi parce que je ne suis pas très douée avec. C'est hyper compliqué, je vous prie de m'excuser. En plus, je ne peux pas t'aider, Pauline, tu ne sais pas du tout comment on fait pour faire une salle à part? Mais ça tombe bien, c'est que c'est moi qui suis en train de le faire. Mais... Ouais, je sais, mais genre, je ne saurais pas dire sans avoir l'écran. Ah, mais c'est bon. Ouais, mais je crois que je ne suis pas dedans, moi. Ah, mais il faut que tu répondes. Vous savez comment on se déplace dans une salle? Normalement, quand tu crées une salle, tu as un truc en mode rejoindre la salle créée quand tu es animateur, quelque chose dans le style. C'est d'une complexité. Non, j'ai qu'une Mais Sur mes serveurs, ça va être plus simple. ok, d'accord. Oui, on était partis, mais tu ne nous as pas rejoints. Je suis chaud qu'on s'appelle sur Messenger parce que j'arrive pas à se joindre, donc ça va être plus facile. Pas de problème. On s'appelle sur le groupe. Ouais, mais je suis en train de faire un groupe avec nous trois. Ok, nickel. Parfait, merci beaucoup, Clémence. Bon, comment ça va? Bravo à vous. Bravo à vous. Qu'avez-vous pensé de ce choc, mais mutuellement, de même? Merci. Ouais, le sujet était intéressant. Le sujet était complexe, on va dire. Ouais. Enfin, il y a pas mal d'aspects à aborder. Donc c'est plutôt cool. Sur la prépa et tout, ça a été? Ouais, c'était. Nous, pas de difficulté particulière. Ok. Puis ça change un peu le fait de l'avoir. En vrai, nous, ça a été aussi. Genre, on savait pas trop sur quoi vous allez partir, du coup, plus un truc économique ou vraiment sur la question de la santé et tout, tu vois. Genre, le fait